On dit souvent que dans le jeu vidéo, quelques monuments de la pop culture ont fortement impacté les créateurs. On y voit souvent les racines d'Alien, Blade Runner, les œuvres de Tolkien ou Lovecraft, ou plus récemment Twin Peaks. De plus en plus, les auteurs de jeux vidéo vont puiser dans des inspirations plus diverses, dans le fond ou la forme. On a vu débarquer des œuvres inspirées par le dessin animé des années 1920, le snuff movie, la danse classique, et désormais plus fréquemment des sujets d'actualité, politiques, engagés, des sujets du réel. Le film que vous allez voir raconte l'histoire d'un studio de développement français qui décide en 2016 de s'essayer à quelque chose de différent, se nourrissant de sujets d'actualité forts et importants, puisant son univers visuel non pas dans l'espace, dans le Mordor ou dans la ville de Twin Peaks, mais là-dedans. Un jour, je suis tombé sur un article du Monde.fr qui s'appelait « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Et alors là, c'était un aller-retour dans ma gueule, quoi. C'est pas un jeu vidéo où toi t'as 1 heure à tuer et donc tu joues. C'est un fil rouge de ta vie quotidienne. Je m'attendais beaucoup moins à ce qu'il y ait énormément de commentaires qui disaient qu'on s'enrichissait sur le dos des migrants, que notre discours n'était pas légitime, etc. On est en effet des hommes blancs. Est-ce que c'est bien de faire un jeu sur l'histoire d'une femme syrienne qui quitte son pays en guerre ? Avant de faire du jeu vidéo, j'étais journaliste. En fait, j'ai été diplômé d'une école de journalisme en 2002 et je suis directement parti dans la presse jeunesse. J'ai travaillé chez Bayard Presse et ensuite j'ai, avec d'autres collègues, créé l'offre numérique jeunesse de Bayard. Et au bout d'un moment, je me suis dit que les jeux vidéo, c'était un super média. On l'a beaucoup utilisé à destination de la jeunesse pour parler de sujets aussi divers que l'archéologie, les dieux égyptiens, etc. Faire comprendre aux enfants plein de choses par le jeu. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage d'arrêter de jouer quand on est adulte. Il n'y a pas de raison à ça, si ce n'est des raisons culturelles. Du coup, ça m'intéresserait de voir si on peut faire des jeux vidéo pour adultes et qui font réfléchir sur le monde autour de nous, qui font apprendre des choses sur le monde autour de nous. Et donc j'ai démissionné de Bayard et j'ai créé The Pixel Hunt pour faire ce genre de jeu. Alors que Florent met un terme à son job de journaliste et lance la création de The Pixel Hunt, il se met en 2011 à travailler sur son premier projet de jeu vidéo, Primaire Gauche, qui vous met dans la peau d'un candidat à la lutte pour devenir le représentant du Parti socialiste au présidentiel de 2012. Sa thématique très terre-à-terre et portée dans l'actualité en faisait ce qu'on appelle un news game ou plus généralement un serious game. La grande première de Florent dans le monde du jeu vidéo lui permet aussi d'effleurer ce qui sera la ligne de mire de The Pixel Hunt, les jeux du réel. Il compte désormais une trentaine de projets en collaboration avec divers médias, dans des thématiques très variées et pourtant très condensées. On ne s'échappe jamais de notre monde en jouant à un jeu de The Pixel Hunt, mais on comprend peut-être un peu plus comment il fonctionne. C'est des jeux qui ont touché à des sujets très très divers. On a fait un jeu sur le beatbox, comment est-ce qu'on peut apprendre à beatboxer, avec des tutos par le champion du monde qui est français, c'était assez cool à faire. On a fait un jeu sur la faune du corps humain, parce que je sais pas si t'es au courant, mais dans ton corps t'as plein de bestioles. Et quand je dis dans ton corps, c'est dans tes sourcils, dans ton nombril, mais aussi à l'intérieur de toi-même. Voilà, on a fait plein de jeux qui à chaque fois sont toujours en rapport avec quelque chose de réel. C'est ça notre objectif, c'est que on sorte un petit peu du cadre du jeu uniquement pour le divertissement et qu'on aille vers quelque chose, je vais pas dire d'utile, parce que jouer c'est toujours gratuit, c'est toujours libre, mais en tout cas d'enrichissant pour les êtres humains que nous sommes tous. 5 ans après ses débuts avec Primaire Gauche, le désir de se lancer dans un projet plus personnel se faisait ressentir, avec toujours cette volonté de refuser le jeu vidéo comme échappatoire et avec le désir de rester dans des thématiques du réel. Plusieurs idées de jeux ont été évoquées. J'ai pensé à un moment à faire un jeu sur comment est-ce qu'on attribue les Jeux Olympiques par exemple. Qui est-ce qui va décider et comment est-ce que ça se décide, et c'est un panier de crabe total avec des super histoires de corruption très intéressantes. J'ai toujours été proche de toute la veine fiction interactive, donc toute la partie message texte qui s'envoie m'attirait vachement, mais à partir de ce postulat de départ, tu peux imaginer plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot
la semaine avant la Coupe du Monde, avant la finale de la Coupe du Monde. Entre la demi-finale qu'il a gagnée et la finale, qu'est-ce qui va se passer et comment à qui il parle et comment est-ce que ça peut... les conversations qu'il va avoir avec sa mère, sa petite copine, son coach, etc. vont pouvoir affecter sa performance le jour de la finale. Des choses comme ça, enfin, plein de sujets potentiellement qui m'intéressaient et rien d'hyper arrêté. 2 tra di voi hanno cambiato il nome italiano in nome francese, perché? Allora, ho guardato Francesco e allora ho deciso di mettere un nome Federico per fare Federico Francesco. Faceva molto francese e... Più si chiamava Giovanni, per fare un nome francese si chiama Giovanni. Je suis d'une famille de migrants, pas directement de ma génération, mais ma grand-mère est arrivée d'Italie en France, elle m'en a souvent parlé, elle est hyper réac, hyper française quand il y a des matchs France-Italie, elle est vénère contre les Italiens, et du coup ça m'a toujours un peu habité dans mon enfance, j'ai toujours trouvé ça un peu étonnant cette position, comment est-ce qu'on devient plus royaliste que le roi quand on est un migrant et qu'on arrive dans un nouveau pays qui vous accueille. Bon, voilà, ce sujet-là me touchait beaucoup, puis tout ce qu'on voit aux infos, forcément, ça touche. Et justement, un jour, je suis tombé sur un article du Monde.fr qui s'appelait « Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp ». Et alors là, c'était un aller-retour dans ma gueule, quoi. L'aller-retour que mentionne Florent, il est là. Une conversation WhatsApp d'une famille syrienne dont plusieurs membres ont décidé de fuir leur pays avec pour but d'atteindre l'Allemagne. Cette reconstitution, tirée d'une conversation bien réelle, récupère rigoureusement les éléments de l'original. Avec ses émojis, ses dialogues anodins ou ses blagues entre frères et sœurs, et récupère des dates, des noms, des situations et des lieux en accord avec l'histoire vraie de cette famille syrienne. La fascination de Florent pour l'article était un tel impact dans ses futures décisions créatives que la seule personne qui pouvait en parler mieux que lui, c'est Lucie Soulier elle-même, qui nous raconte son premier entretien avec Dana, la protagoniste syrienne de son article. Alors Dana, on s'est rencontrés donc à Izmir. Ça faisait quelques jours que j'étais en reportage là-bas, où j'avais rencontré déjà quelques groupes de migrants, quelques familles. Et quelqu'un m'a dit « Ah, mais je connais 2 jeunes qui sont arrivés. Ça t'intéressera de les rencontrer, ils sont super. » Donc on s'est retrouvés dans un endroit hyper touristique d'Izmir, avec vue sur la mer, avec des cocktails, avec des pailles fluo. Enfin, le décalage était complet. Et donc en fait ils ont débarqué, 1 heure avant ils m'envoient un message en disant « Ça t'embête pas si on arrive avec nos sacs à dos parce qu'en fait on va prendre le bateau dans 3 heures. » Donc on s'est rencontrés dans ces conditions-là où on savait que passer la dernière soirée ensemble avant qu'ils retrouvent leur passeur pour faire la traversée. Donc je pense moment particulier de leur vie, de leur voyage, du coup moment très particulier moi de mon reportage, où voilà, tu sais que tu es à un moment charnière, tu as des moments où quand même tu te marres, où ils te racontent des trucs et tout à coup le voyage reprend le dessus, enfin ce qui va se passer reprend le dessus et donc voilà, on s'est rencontrés dans ces conditions-là. Quand j'ai su qu'ils avaient traversé, j'ai fait un papier pour le journal sur ce soir-là qui racontait un petit peu les angoisses des 3 heures avant, leur vie, le pourquoi, mais aussi les grands moments de silence ouais, ils vont traverser ce soir, quoi. Et du coup, voilà, ça c'était le premier papier sur eux. Et ce soir-là, je remarquais déjà, elle envoyait des photos, elle fait un selfie même avec moi pour envoyer à son groupe. Elle envoyait tous les soirs, elle envoyait une photo du coucher de soleil à sa mère sur la route. Je suis allée la voir quand elle est arrivée en Allemagne pour faire un papier de clôture de l'histoire. Et donc là, on en discute en disant, je lui dis écoute moi, si ça t'intéresse de faire ça avec moi, je pense que ça peut être un truc intéressant. Je sais pas encore comment, mais si t'es d'accord, j'aimerais récupérer le WhatsApp, ton WhatsApp de voyage. Et là, elle me dit oui tout de suite. Elle me dit mais si tu veux, j'ai une meilleure idée. Son frère, il écrit des scénarios. Et donc elle me dit je peux lui raconter mon voyage et il l'écrit. Et puis je dis mais en fait,
Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment la matière brute. Et donc en fait, elle a été tout de suite d'accord. Par contre, elle ne comprenait pas du tout l'intérêt. Pas du tout, du tout. Et donc elle m'a balancé pendant une journée les 250 et des captures d'écran du voyage. Et elle avait censuré 3 trucs parce qu'elle insultait des gens. Et elle dit, j'ai pas envie d'avoir l'air vulgaire. Même en arabe, c'était hyper fou de voir les photos du voyage, les pays que tu voyais avancer, les émojis que tu comprends, certains mots en anglais parce que on parle tous un peu en anglais, des résultats de matchs de foot, et je me disais mais c'est ça en fait c'est ça qui a un intérêt dans ce que j'ai récupéré, c'est de transmettre ça, de montrer qu'en fait son WhatsApp c'est le même que le mien avec mes potes en fait. Et donc cette espèce de violence entre de l'hyper familier et de l'hyper étrange, ça m'a vachement interpellé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un sujet qui me remue, quoi, et que j'ai envie de traiter en jeu vidéo parce que je fais des jeux vidéo et que c'est comme ça que je m'exprime sur le monde. Le problème, c'est que ça, c'était ma conviction, c'était pas nécessairement la conviction des personnes qui étaient concernées. Et évidemment, il était hors de question de faire un jeu sur ce sujet sans avoir l'assentiment des personnes qui étaient concernées. En tout cas, au moins de la personne de l'article. Donc il a fallu que je rentre en contact d'abord avec la journaliste du Monde.fr, Lucie, que je lui parle de mon projet, et ensuite, par l'intermédiaire de Lucie, avec Dana, que je lui en parle aussi, et que toutes les deux acceptent de nous aider à faire ce jeu, parce qu'il ne fallait pas que ce soit un fantasme, il fallait que ce soit le jeu le plus documenté possible. Comme Lucie, Florent a donc été journaliste. C'est qui lui a permis d'être invité à participer à un événement singulier qu'on appelle le Live Magazine, qui était l'occasion rêvée de prendre contact avec elle. Live Magazine, c'est est-ce qu'on peut dire une sorte de stand-up de journaliste? Donc Live Magazine, c'est un spectacle où il y a des journalistes qui montent sur scène pour raconter une histoire qui leur est arrivée, qui les a particulièrement marqués. Et moi, on m'avait demandé de venir pour raconter, parce que je me suis installé dans la campagne profonde. Et donc je racontais mon inadaptation totale en tant qu'urbain, parisien, bobo, tout ce qui peut être le plus puant possible de mon personnage, qui est vrai, quoi, tu vois, qui tout d'un coup se retrouve dans un hameau de 27 habitants au fin fond de la Saône-et-Loire. Je racontais que la première fois qu'en fait on est arrivé dans notre hameau qui s'appelle Chevagny, on est allé au marché comme des bons parisiens de merde, et on a eu un mot sous notre essuie-glace qui était « Demain matin, vente de boudin pour les sapeurs-pompiers de Lournan pour gagner des sous et tout ». Et donc le dimanche matin, on s'est pointé à la mairie à 10h30. Non seulement, à 10h30, il n'y avait plus de boudin, tout le boudin avait été acheté depuis bien longtemps, etc. Mais en plus, les gens nous ont accueillis avec des tartines de fromage fondu qui puaient la mort et des verres de blanc. Et donc, à part moi qui racontais des conneries, il y avait des journalistes qui racontaient des histoires sérieuses, dont Lucie qui parlait de cet article, de comment est-ce qu'elle avait rencontré Dana, comment est-ce qu'elle avait récupéré les photos, de les captures d'écran de ses conversations, etc. Moi, j'avais lu l'article qui m'avait déjà un peu remué, et l'entendre en parler, c'était complètement bouleversant, et surtout de parler de sa relation à elle avec Dana, qui a dépassé largement le cadre de la simple relation professionnelle de journaliste. Vu l'histoire des boudins que j'avais racontée et d'autres conneries comme ça, je partais pas avec une crédibilité de ouf, quoi. Ouais, il m'a envoyé un message en gros en disant dis donc, je suis en train de commencer à faire un jeu vidéo, j'ai l'impression que je suis en train de pomper ton histoire. donc voilà, il m'a contacté comme ça. Et voilà, et je me suis retrouvée face à ce truc-là. Et du coup, c'était quoi ta première réaction quand il est venu te voir pour te dire je vais faire un jeu vidéo sur des Syriens? J'étais horrifiée. Honnêtement, au début, je me suis dit je vais même pas répondre, quoi. J'étais... Ouais, non, je trouvais je trouvais ça, ouais, assez glauque. Enfin, je me suis dit, il faut quand même qu'on se parle pour que au moins je lui dise non. Elle est complètement tombée de sa chaise, quoi. Pour elle, les jeux vidéo, c'était un truc pour ados, un truc un peu de nerd. C'était pas du tout quelque chose de compatible avec une histoire aussi intense que celle qu'elle avait vécue quand elle avait découvert l'histoire de Dana. Sauf que j'avais un petit peu réfléchi au sujet, donc je l'ai un peu développé. Je lui ai dit voilà, le jeu vidéo pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose de fort en tant que média.
plus je veux raconter l'histoire d'une femme qui migre, parce que c'est des problématiques qui sont nouvelles dans l'immigration et ça m'intéresse, plus je me suis vachement documenté, je connais ça et ça et ça et ça. Et au final, elle a vu que j'étais sérieux, et puis je lui ai fait jouer à Lifeline. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment ça pouvait se passer sur les pop, notamment le fait que ça intervient dans ta vie. Il y a des moments où t'as pas du tout envie que ça intervienne, ou que parfois t'as du temps, et en fait, au bout de 5 minutes, le mec est parti découvrir je sais pas trop quoi sur sa planète, et que toi t'es là, mince, j'avais envie de jouer, et que du coup, c'est pas un jeu vidéo où toi t'as 1 heure à tuer et donc tu joues. C'est un fil rouge de ta vie quotidienne. Moi, j'avais une amie qui m'avait fait jouer, alors du coup je ne sais pas non plus, mais tu sais, t'es à la douane et tu prends des décisions. Papers, Please. Ouais. Et ça m'avait assez chamboulé comme jeu. Où je m'étais dit, en effet, ça te met dans des questionnements vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de te dire, ok, qu'est-ce que moi je ferais dans des situations où en fait, il n'y a pas de bien ou de bien. T'as un peu un moins pire, mais... et ce truc-là, peut-être même plus que Lifeline, je me suis dit, ouais, ok, peut-être qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent te faire te questionner sur t'imagines, en fait, c'est pas si simple d'être douanier, quoi. J'en ai parlé tout de suite d'abord à Dana, en me disant, écoute, on me propose ça, je sais pas ce que t'en penses. Et elle a été beaucoup moins réactive que moi. Tout de suite, elle dit, mais ça peut être super. Et donc je me suis dit, bon, ok, donc toi, t'es vraiment dans les années 20 dans ta tête. Alors que j'avais préparé un argumentaire comme ça pour convaincre Dana en me disant, il faut que je lui dise que je ne veux pas trivialiser ce qu'elle a vécu avec l'intensité que ça a, etc. Enfin, tu vois, j'avais plein d'arguments. En fait, on s'est parlé 5 minutes et elle m'a dit c'est hyper bien, c'est de toute façon toutes les initiatives qui visent à parler de ce qu'on a vécu, moi je suis pour. Et en plus, je trouve que c'est vraiment super d'utiliser le jeu vidéo en tant que média pour faire vivre, pour donner à vivre aux gens ce que nous on a vécu, pour vraiment qu'ils le ressentent. Je suis complètement partante. Donc en gros, ça a duré 3 minutes et puis c'était parti. Avec un concept, une inspiration et un sujet désormais définis, il ne restait plus qu'à se lancer dans le vif du sujet, avec dans un premier temps l'écriture des personnages et de l'histoire. Si Florent a lui-même écrit une partie du scénario, il lui était essentiel de passer par un autre scénariste, avec plus de recul, qui puisse apporter sa patte et raconter, en plus d'une histoire politique et sociale, une histoire d'amour. Pendant du coup quand je faisais mes études de journalisme, j'ai fait mon master professionnel sur le news game, c'est-à-dire le jeu vidéo qui va traiter d'actualité. Et Florent Morin était un peu spécialiste français, on va dire, dans le domaine, quoi. Il avait un site spécialisé sur le news game, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup côté français. Je l'ai découvert par son site qui s'appelle Loujevipo, où il fait toute une liste de tous les jeux gratuits et bizarres, donc autrement dit, 2 choses qui me plaisent dans la vie. Puis surtout, je suis un énorme fan de ces jeux à lui, qu'il fait en général dans des game jams. Je suis fan de la manière dont il arrive à créer des situations hyper intimes en quelques mots par-ci par-là. Et c'était exactement ce dont on avait besoin. Et un jour, il est revenu vers moi et m'a dit, en fait, ça t'intéresserait de faire... on va faire Lifeline, mais sur le parcours d'une réfugiée syrienne. Regarde cet article de Lucie Soulier, comment c'est fait. Puis j'ai dit oui tout de suite parce que c'est un projet qui m'intéressait, et du coup dans la forme et dans le fond. Alors au tout début, Florent il avait pris un peu d'avance, et donc il avait déjà écrit les 2 personnages, le personnage de Nour et le personnage de Majd. Il avait déjà donné un peu d'épaisseur, de background, même s'il n'y avait rien écrit vraiment. Donc du coup c'est des personnages que je me suis appropriés par moi-même. Et au tout début, donc du coup, on a travaillé dès le début avec Lucie Soulier et avec Dana. Avec ces 2 personnes-là, plus beaucoup de documentation, on a commencé à se mettre d'accord sur ce que le jeu allait couvrir, les routes migratoires que le jeu allait couvrir. Et après, à un moment, il a fallu se lancer dans l'écriture. Ça s'est fait un peu comme ça. Je vais commencer à écrire le début, un peu en mode test, et puis on y reviendra plus tard. Et puis en fait, non, une fois que tu as commencé, ça y est, c'est parti. Le début que tu as écrit en mode test, ça sera le début du jeu, et on va pas revenir 100 fois dessus, quoi.
Au début, j'avais une idée délirante en lui disant « Regarde, moi, je fais Majd, toi, tu fais Nour, et on écrit le truc vraiment via une application de chat et tout. » En fait, moi, j'étais hyper vite débordé par les milliards d'autres trucs qu'il y avait à faire sur ce projet. Donc lui, il a écrit tout seul 80-85%. Moi, j'ai écrit les 15% restants, mais c'est vraiment majoritairement lui qui a insufflé toute la vie à Nour et Majd. Dans le travail avec Dana, on va dire qu'il y avait 3 étapes. La première étape, c'est quand elle nous a raconté son histoire. Avec le plus de détails possible, elle nous a raconté comment elle est partie de Syrie et qu'elle est arrivée en Allemagne, où elle est encore aujourd'hui. Deuxième étape, on va dire, c'était répondre à toutes nos petites questions sur des petits détails. Comme, j'en sais rien, on fait une référence à Bip Bip et Coyote dans le truc. On dit, mais attends, mais en fait, Bip Bip et Coyote, est-ce que c'est déjà passé à la télé en Syrie? Donc on va demander ça. Bon, réponse, oui. Comment vous parlez de Bachar el-Assad en Syrie quand vous discutez en chat ou en texto et tout? Bon, réponse, du coup, non, mais en fait, on ne parle pas, on prononce pas son nom, parce que sinon, du coup, on va être surveillé sur les téléphones. C'est un des mots-clés qui va pouvoir créer un tracking, quoi. Donc voilà, elle nous répondait à tout ce genre de petites questions, dont on n'aurait pas pu trouver la réponse aussi facilement sur Internet. Et la troisième étape, c'est du coup la relecture. Elle a relu tous les textes qu'on a écrits, une fois traduits en anglais. Pas pour les fautes, évidemment, mais pour nous dire s'il y avait des trucs qui allaient pas, s'il y avait des trucs qu'elle pensait qu'il valait mieux retirer, des choses qui méritaient plus d'approfondissement, ce genre de choses. Il y a des moments où je lisais des trucs et, sur le scénario. Et du coup, je leur disais, là-dessus, allez lire ça parce que ça peut ajouter des choses certes atroces, mais extrêmement réelles que les gens ne connaissent pas. Notamment au moment où donc, elle est dans le canot, donc vraiment le moment de la traversée. Et en fait, donc, ma consoeur est partie sur l'Aquarius, qui est un bateau qui va sauver des migrants sur la Méditerranée, et donc raconte aussi les séquelles du voyage en bateau, et notamment le fait que parfois pendant des jours, en fait, les canaux sont remplis d'un peu d'eau, mais pas que, parce que du coup t'as du fuel, t'as de l'urine, et qu'en fait le mélange brûle les chairs. Donc voilà, pardon pour... mais que c'est ce genre de détails forts aussi, où tu te dis, ça forcément on te le raconte pas comme ça, et qu'aussi tu as des traces de morsures, parce que les gens qui se noient luttent pour survivre, et que d'autres en gardent les traces tout le reste de leur vie. Je me disais, voilà, ça, je pense que c'est pas un truc qu'on lit partout, mais que peut-être c'est intéressant de l'avoir en tête aussi, et que t'as pas que t'as des traumas psychologiques et physiques, mais t'as aussi des choses qui vont être ancrées dans leur corps toute leur vie. Dana nous disait, par exemple, on avait écrit une scène où Nour rencontre le passeur, et elle a relu ça, elle nous a dit, mais vous y êtes pas du tout, ça fait pas du tout assez peur là. Nous on avait peur d'être allé trop loin, tu vois, dans le cliché un petit peu, on s'était beaucoup documenté, mais on savait pas trop quand même. Et elle nous dit, non mais attendez, ça va pas, c'est pas assez flippant, moi les passeurs que j'ai rencontrés, ils étaient tous armés, là vos passeurs ils ont l'air de partir à la plage, ça va pas et tout, donc on a réécrit en rajoutant des arbres au mec. Elle nous a dit, putain nous on a dû marcher 1h30 dans le noir, on savait pas où fallait aller, donc tout ça on l'a mis dans le jeu. Sur le peu où je suis intervenue, on était assez vite d'accord à part sur un truc. C'est quoi? Moi au départ je voulais pas que le personnage principal puisse mourir. D'accord. Enfin j'étais très... Ouais, ça me perturbait vachement. Parce qu'en fait oui, même si c'est un jeu, que c'est une fiction, que c'est pas la vraie vie d'une vraie personne migrante, si, en fait une des portes de sortie du voyage c'est ça pour beaucoup d'entre eux, et que s'il n'y a pas ça, le jeu il sert à rien. On va pas tenir, quoi qu'il arrive. Je voulais dire que je t'aime. Du coup, moi, j'ai pas fini le jeu. Parce que j'ai cette histoire-là aussi. Je pense que d'autres gens, mais parce que pour moi, j'ai du mal à détacher la vie d'Anna de ce qui se passe dans le jeu. Donc, j'ai
arrêté de jouer à un moment. Il n'y a pas longtemps, la VentureBeat, le site américain spécialisé sur la technologie, m'a demandé s'il pouvait poser des questions à Dana. Et les réponses de Dana sur qu'est-ce qu'elle pense du jeu vidéo, il y a des choses que j'ai voulu mettre dans ce jeu, j'en avais pas vraiment conscience, et elle a complètement compris. Et par exemple, elle dit je veux surtout pas que les gens croient que c'est l'histoire d'une migrante, cette héroïne, Nour, c'est une espèce de représentation de plein de destins différents. Enfin, je trouve ça vraiment super quoi, qu'elle ait réussi à non seulement comprendre ce que je voulais faire, mais même l'apprivoiser suffisamment, se l'approprier suffisamment pour être capable de le formuler mieux que je pourrais le faire, parler de mon travail mieux que je pourrais le faire. Quoi. Donc c'est elle qui devrait être là, tu vois, ça sert à rien. Il me semble que c'est un projet hyper intime, hyper personnel que je porte à bout de bras et qui aurait jamais existé sans moi, tu vois, c'est sûr quoi, je me fais chier depuis 2 ans à... Et à la fois, c'est tellement pas mon projet, c'est-à-dire que j'étais à Indiecade la semaine dernière, tout le monde m'a dit oh, les dessins sont tellement magnifiques, etc. Et ce jeu serait pas le même si c'était pas Mathieu qui avait fait les dessins. Tout le monde me dit ah, c'est incroyable, en 5 minutes on est complètement agrippé par le style. Bah le jeu serait pas le même si c'était pas Pierre qui l'avait écrit. Donc c'est à la fois mon projet, et je dis ouais c'est mon jeu et tout, et à la fois c'est pas du tout mon jeu. C'est une œuvre collective comme on dit souvent dans le jeu vidéo, ce serait évidemment pas du tout le même jeu si une seule des personnes de cette équipe était remplacée par quelqu'un d'autre, quoi. Et il serait sûrement moins bien. L'équipe au complet, le développement de Enterre-moi mon amour était officiellement lancé. Un développement atypique, de par sa thématique, comme on l'a beaucoup dit, mais aussi son concept de retranscription de tout un voyage dans un téléphone. Pour être au plus proche d'une vraie application de messagerie sur un téléphone, l'équipe a fait appel à Figs, un studio de développement spécialisé dans la conception d'interfaces utilisateurs. Malgré le fait que l'équipe de ce Pixel Hunt était assurée d'avoir une interface cohérente et réaliste vis-à-vis du sujet de Enterre-moi mon amour, le concept même d'une aventure textuelle a entraîné des complications non négligeables. Déjà, l'implication certaine, c'est que c'est beaucoup plus de texte en quantité. Si tu proposes 2 choix aux joueurs, si tu veux pas prendre le joueur pour un con, il va falloir écrire un truc des 2 côtés, quoi. Sinon, c'est possible de tricher, mais c'est pas très intéressant ni pour le joueur ni pour l'auteur. Enfin... En fait, le plus compliqué, c'est de trouver un système pour que Florent et Pierre puissent écrire sans que ce soit trop compliqué à intégrer dans le jeu. À ce qu'à chaque fois qu'il y ait besoin de faire une modif, il n'y ait pas besoin de repasser par 15 étapes différentes. Du coup, on a utilisé un truc qui a été fait par un studio anglais qui s'appelle Inkle, qui est à l'origine d'un jeu qui s'appelle 80 Days. Et donc ils ont créé un espèce de petit langage de script qu'il faut comprendre comme un script de film en fait, pas comme un script de programmation. Et qui permet en fait à des gens comme Florent et Pierre qui sont pas développeurs d'écrire tout le déroulé, tous les embranchements, quel paragraphe pointe vers quel paragraphe, etc. Un des aspects les plus forts du concept d'Enterre-moi mon amour, c'est bien entendu sa narration au travers du texte, qui était au cœur de toutes les problématiques de développement du jeu, mais pas seulement. Comme Lucie l'a évoqué, Enterre-moi mon amour n'est pas un jeu traditionnel dans sa forme. Il est basé sur le refus de certains concepts de narration acquis depuis longtemps dans le jeu vidéo. Enterre-moi mon amour casse un code primordial de toute œuvre d'art, qui était une des convictions de Hannah Arendt, qui voulait qu'une œuvre ne puisse avoir son impact et sa signification maximale que si nous lui accordions un hiatus dans notre vie, que si notre entière attention était réservée à cette œuvre. Enterre-moi mon amour refuse catégoriquement ce code, puisque dans sa forme originale, sur smartphone, ce n'est pas le joueur qui va à l'œuvre et qui s'accorde quelques minutes ou quelques heures à l'histoire de Nour, mais Nour qui vient s'introduire dans la vie du joueur quand elle le décide. Entre le premier et le dernier mot de l'œuvre, il ne nous est pas possible de choisir un moment propice de notre vie pour que le jeu vienne à nous, refusant le principe même de jeu passe-temps. Cela apporte par ailleurs un autre questionnement. Si Nour a un interlocuteur défini en la personne de Majd, qui a lui-même sa propre personnalité, quel rôle a le joueur en tant que personne qui reçoit ces messages qui s'introduisent dans sa vie ? Dans la plupart des jeux vidéo, on a l'habitude d'être à la place d'eux. Dans Lifeline, par exemple, qui est la référence dont on parlait tout à l'heure, c'est carrément tu joues ton propre rôle. Il n'y a pas de personnage, tu n'incarnes pas de personnage. Et dans les jeux dans lesquels tu incarnes des personnages, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est des personnages qui sont tellement banaux que tu as l'impression qu'ils n'existent pas. Le meilleur exemple, c'est Gordon Freeman, c'est le héros de Half-Life. Gordon Freeman, on ne sait pas le son de sa voix, on connaît à peine sa tête. Pourquoi ? Parce qu'il y a un postulat qui dit
moins le héros du jeu vidéo a de personnalité, plus le joueur pourra se mettre à sa place. Encore une fois, ça c'est un truc qui m'embêtait dans notre jeu à nous, et parce que j'avais envie qu'à la fois le joueur se sente Majd et se sente responsabilisé par rapport à sa femme, quoi. Et qu'à la fois il y a des dimensions culturelles, des réactions qui soient différentes, quoi. J'ai déjà des joueurs qui m'ont dit, ma copine par exemple, qui a le choix entre deux phrases et que ça va la gêner parce qu'elle dit non mais je voudrais répondre aucune de ces 2 phrases, il est un peu con aussi Majd. Oui mais c'est un personnage, il est un peu con, désolé, et du coup il est un peu jaloux, il peut être un peu raciste. Et là ouais, trouver le juste équilibre entre laisser le joueur maître de ses choix et en même temps le forcer à mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà une personnalité et que c'est pas lui qui va la construire. Là c'est un challenge pas si simple je pense. Dans les choix par exemple qui ont pu poser problème, c'est par exemple sur des commentaires racistes de Majd envers par exemple des Africains ou des Irakiens, des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui nous ont été beaucoup rapportées sur le chemin des migrations. Il y a énormément en fait de racisme dans tous les sens qui se fait, et les gens qui se mélangent pas tant que ça. Et on voulait le faire ressortir. Et on voulait pas le faire ressortir de Nour parce que quand même, il faut qu'on s'inquiète pour elle, donc on peut pas non plus en faire un personnage trop désagréable, mais du coup c'était important que ça ressorte par Majd. Mais alors, comment on fait? Est-ce que ça en effet on l'impose? Est-ce qu'on propose au joueur de pouvoir, s'il veut, faire un commentaire raciste? Finalement c'est vers ça qu'on s'est tourné. Je pense qu'en fait, dans le rapport des joueurs à Majd, ce qui va aider beaucoup en fait c'est Nour, parce que c'est Nour qui est quand même le personnage je pense le plus attachant de l'histoire, et que du coup tu joues pour Nour et tu joues en t'inquiétant pour Nour, pas pour Majd qui du coup on s'intéresse pas trop à ce qu'il fait en fait de son côté. Peu importe que toi en tant que joueur ce soit pas ton schéma de pensée ou tes références culturelles, c'est encore une fois pas ton histoire qu'on est en train de te raconter, donc s'il y a des moments de friction entre ta personnalité et la personnalité de Majd, c'est souhaitable, quoi, on est content de ça. Et donc, les moments de choix qu'on te propose, c'est des moments de choix qui sont un peu cruciaux, des moments de choix où lui, même avec sa personnalité, il hésite, mais tous les moments où sa personnalité fait qu'il n'hésite pas, bah on ne te propose pas de choix. Et donc, tu es un petit peu comme un spectateur, quoi, à assister à la conversation entre Nour et Majd. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire que tu es un petit peu le petit esprit sur le petit djinn sur l'épaule de Majd, en train de pousser son instinct dans une direction ou dans une autre, mais t'es pas vraiment Majd, tu joues pas vraiment à la place de Majd. Moi je te demande pas ça, quoi. Je te demande au contraire de le respecter en tant que personnage. Le traitement des personnages est peut-être la clé de la compréhension du jeu. Florent et Pierre ont apporté une personnalité nuancée et complexe à Majd, avec, comme on l'a vu, des défauts, des maladresses, des remarques parfois déplacées vis-à-vis de Nour, mais il reste une personne bienveillante, cultivée, parfois drôle aussi, dont les travers peuvent être mis en parallèle avec son inquiétude vis-à-vis du périple de Nour que nous vivons de son point de vue à lui. C'est au travers de ces 2 personnages que les développeurs nous permettent à nous, joueurs, de marcher en quelque sorte dans les pas d'une migrante syrienne, mais aussi de nous l'approprier et nous identifier aux réfugiés que nous ne serons probablement jamais. Si la documentation et l'authenticité de l'aventure est certainement l'une des qualités phares de Enterrement mon amour, il nous était difficile de ne pas poser une question qui nous est venue à la création même de ce documentaire. Est-ce légitime pour les créateurs du jeu de mettre les joueurs à la place d'une migrante syrienne qui vit un périple qu'ils n'ont eux-mêmes jamais vécu? Je m'attendais beaucoup moins à ce qu'il y ait énormément de commentaires qui disaient qu'on s'enrichissait sur le dos des migrants, que notre discours n'était pas légitime, etc. Et je m'attendais beaucoup moins à ça que l'inverse. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que voilà, on est en effet des hommes blancs? Est-ce que c'est bien de faire un jeu sur l'histoire d'une femme syrienne qui quitte son pays en guerre? Est-ce qu'on est légitime pour faire ça? Donc des questions que je me pose. Et une réponse que je me disais souvent, c'est ouais, peut-être pas, mais en même temps, est-ce que c'est pas quand même mieux que que faire un jeu avec des lapins crétins ou Mario qui saute sur des champignons? Enfin, c'est quand même mieux que de faire un jeu qui ne parle de rien, je trouve. Même si je me sens pas complètement légitime, je trouve quand même que c'est plus intéressant de faire ça que de faire quelque chose qui ne parle de rien, qui a pas autant d'importance. Voilà, je veux dire, c'est peut-être les choses que je me dis pour me consoler.
Pour découvrir de nous-mêmes les avis des personnes concernées, nous sommes allés à la recherche de critiques de journalistes syriens à l'encontre du jeu. Les avis sont loin d'être unanimes et sont souvent tranchés et très sensibles, très personnels aussi. L'un des reproches émis assez généralement par la presse vidéoludique syrienne est la représentation de la culture de leur pays, notamment de la religion et son rapport à Nour, personnage féminin, athée et relativement défiant vis-à-vis de la religion. Si ce personnage est tel qu'il est, ce n'est pas simplement par choix scénaristique de la part des développeurs qui n'étaient par ailleurs pas partis sur cette idée. C'est d'abord et avant tout parce que Dana est un peu comme ça, comme démontre par exemple le fait que sur les photos WhatsApp de l'article de Lucie, elle ne porte pas le hijab. De la même façon, Dana est issue d'une classe relativement aisée, ce qui lui a permis, à elle comme à Nour, de faire la première partie de son voyage en avion et d'avoir une enveloppe allouée à son voyage. Pour Florent, cela permettait au scénario de souligner la singularité de chaque parcours, de chaque vie humaine qui se lance dans un tel voyage. Cela peut apporter des soucis lors de la compréhension du jeu. Ne pas savoir que le jeu est fortement inspiré de l'histoire vraie d'une migrante, c'est s'exposer à une lecture différente du voyage de Nour et des intentions des développeurs. On pourrait lire le jeu comme une version édulcorée de la souffrance vécue par les Syriens pauvres qui ont dû fuir leur pays dans des circonstances peut-être plus difficiles que celles affrontées par Dana et Nour. C'est comme ça que l'a pris ce youtubeur syrien, Abdullah Reviews, comme une vision un peu trop rose et trop lointaine d'une situation qui doit lui sembler très proche. Nous avons tenté d'entrer en contact avec cette personne, ainsi que quelques-uns de ces médias syriens pour qu'ils nous apportent plus de précisions sur leurs avis, mais nous sommes tombés face à des refus catégoriques. Nous respectons bien évidemment leur choix de ne pas s'exprimer, et leur refus témoigne de la délicatesse du sujet auquel s'est attaqué Florent et son équipe. Pour éviter ce genre d'interprétation, loin des intentions des développeurs, la solution était de se rapprocher des personnes les plus concernées par le sujet, en consultant notamment des groupes Facebook syriens que Dana a partagés à Florent pendant le développement du jeu. Elle m'a dit « Ah, regarde, là, ce groupe et ce groupe, ils sont en train de parler du jeu et tout. » Elle m'envoie les liens, trop mignon. Moi, je clique sur les liens, c'est écrit en arabe, je comprends rien et tout. Je lui dis « Ah, bah, c'est cool, mais en fait, je comprends rien. Est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Et elle me dit « Ah, bah, écoute, il y a 2 ou 3 personnes qui réagissent hyper mal en disant « Oh, voilà, maintenant, nos souffrances deviennent leur divertissement. » Et puis... une majorité de messages, mais non, c'est super qu'il y ait des gens qui s'emparent de ça et qui racontent des histoires par tous les moyens possibles, et les jeux, pourquoi pas. Et surtout des gens qui disaient attendons, voyons ce que ça donne, jouons. Et quand moi j'ai fait jouer non seulement Dana, mais aussi sa sœur, son beau-frère et d'autres gens qui sont dans leur situation, et que Dana me racontait que sa sœur s'était mise à chialer en jouant, qu'elle voulait pas arrêter, qu'elle voulait accompagner Nour jusqu'au bout, l'aider, etc. Je me suis dit, si quelqu'un qui a vécu cette expérience, ça provoque ça chez elle, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir, tu vois. C'est qu'on n'est pas trop à côté de la plaque. C'est qu'au contraire, on est sur quelque chose qui est fidèle à l'expérience qu'elle a vécue. Et j'ai hâte de savoir quelle expérience vont avoir d'autres personnes dans la même situation. Mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas voulu faire ça trop non plus parce que je voulais pas me réfugier derrière... je voulais le faire suffisamment pour savoir qu'on faisait pas de la merde. Je voulais pas le faire trop pour me réfugier derrière l'argument testé et approuvé par des centaines de migrants, tu vois. Je voulais surtout pas être dans un truc comme ça. Si jamais on a merdé, je veux qu'il y ait des gens qui puissent me dire « vous avez merdé ». Et c'est nul ce que vous avez fait, tu vois. Je veux affronter les responsabilités qu'on doit affronter quand on s'attaque à un sujet comme celui-là. De cette interview, le 26 octobre 2017, Enterrement mon amour sortait sur Android et iOS. Il ne restait à l'équipe plus qu'à savoir quelle serait la réception du jeu par la presse et le public, notamment le public jeu vidéo qui peut être assez réticent à l'idée de traiter des thèmes politiques dans une œuvre vidéoludique. Nous avons donc rencontré Florent une 2e fois pour qu'il nous raconte le jour de la sortie de Enterrement mon amour.
Je m'étais promis que la veille ou l'avant-veille de la sortie du jeu, je serais complètement détendu. On aurait une version qui, même si elle n'était pas parfaite, serait complètement fonctionnelle et qu'il n'y aurait pas de problème technique et que ce serait cool, etc. Et qu'on n'ait plus qu'à appuyer sur le bouton, quitte à patcher le jeu plus tard, tu vois, quelques jours, quelques semaines plus tard, s'il y avait des soucis. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour des raisons de praticité, notre publisher Playdius a mis en ligne la version Android du jeu la veille. On devait sortir le 26 et ils ont mis la version en ligne le 25. Sauf qu'en fait, on avait un fan qui nous avait suivis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il est allé la veille et il a vu que le jeu était en ligne et il s'est dit bah, je vais l'acheter parce que j'ai hyper hâte de voir ce que c'est. Il l'a acheté et le jeu ne marchait pas chez lui. Et il a envoyé un message privé en disant ouais, j'ai acheté le jeu, j'étais hyper impatient. Ça marche pas sur mon téléphone, mais bon, je me dis que c'est parce que je suis un jour trop tôt, c'est probablement normal. Donc évidemment, je lui ai répondu mais oui, bien sûr, c'est pour ça. Et puis après, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Ça devrait marcher. En fait, c'était pas du tout une question de date, tu vois. En plus, pour une sombre histoire de calendrier, je devais aller manger chez la ministre de la Culture ce jour-là. C'est complètement improbable, mais c'était comme ça. Et donc on était avec Playdius, avec Paul, avec Thomas, on s'est résolu à mettre sur l'écran de lancement un message d'erreur. Si vous voyez ce message d'erreur, vous devez redémarrer votre téléphone pour que ça marche. Et le jeu est sorti sur iOS et Android à 13h comme prévu. Et à 13h45, j'étais dans le métro en train de rentrer du ministère de la Culture et j'ai lu le premier article critique sur le jeu qui était signé Stephanie Chen de GamesBeat, un site américain, et elle avait tout compris au jeu, tout compris. Et je te jure, j'étais à 2 doigts de me mettre de fondre en larmes en fait. C'était probablement dû au manque de sommeil, à l'émotion, etc. Et c'était aussi dû à cette énorme satisfaction que tu as quand tu as l'impression que tu as mis beaucoup de travail et d'énergie dans un projet, et que soudainement, c'est plus ton projet, c'est plus le projet juste de l'équipe, c'est un projet qui est dans le monde, quoi, et qui est compris par d'autres personnes. Ah, je te jure, c'était fort ce moment, c'était super. Je m'en souviens très bien, j'étais sur la ligne 1 à Louvre-Rivoli. Donc voilà, c'était vraiment un moment assez émouvant, assez émouvant. Le premier prix pour lequel on a été nominé, c'était celui des Game Awards. Et donc les Game Awards, c'est quand même la grand-messe super commerciale, tu vois, des jeux vidéo les plus mastoc, des Zelda, des Mario, des Horizon Zero Dawn, tout ça. Alors ils ont une catégorie qui était les jeux qui font réfléchir en gros. Donc on est dans cette catégorie-là. On était contre Life is Strange, Hellblade, 40 personnes pendant 3 ans, Life is Strange, l'énorme succès de Square Enix. Tu sais, il y a une cérémonie, je crois que c'était à Las Vegas ou Los Angeles ou je sais plus où. Et ils annoncent les jeux et t'as les gens qui applaudissent dans le public et tout. Et puis nous, on est en premier dans notre catégorie. Comme on commence par un B, donc on a le jeu qui est cité en premier. Et t'as genre 3 clampins qui applaudissent. Et le maître de cérémonie qui est là à essayer de dire « Allez les gars, applaudissez un peu quand même, c'est des nominés, personne ne connaît, tu vois. » genre. These are the Games for Impact nominees. Bury Me, My Love. Les nominations pour lesquelles on est très loin les plus fiers, c'est les BAFTA. Et donc il y a des BAFTA pour les films, il y a des BAFTA pour les séries télé, qui sont hyper connus, tu as des soirées tapis rouge avec toutes les stars, etc. Et puis, comme les Anglais sont géniaux, ils se sont dit il y a quelques années, non mais il n'y a pas de raison qu'on fasse pas les BAFTA des jeux vidéo. Et donc c'est la seule soirée de toutes les soirées du jeu vidéo où tu as toute l'industrie du jeu vidéo qui est nominée, tous les gens qui sont nominés, qui sont en smoking. Et c'est ambiance James Bond, quoi. Donc tout le monde est en smoking. Tout le monde est... Et smoking, quand je te dis smoking, c'est pas costume-cravate, c'est veste de smoking, nœud papillon, chemise à livrer, etc., quoi. Et donc moi, je me suis retrouvé à aller louer un smoking, tu vois. Et donc en allant au BAFTA jeudi dernier, je me suis changé dans mon Airbnb un peu tout pourri pour m'habiller super chic et tout. Et j'ai marché, j'étais à 200 mètres de la cérémonie. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis fait siffler dans la rue. C'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai enfin compris ce que la plupart des femmes vivent tous les jours. Et donc je suis arrivé dans ce
soirée, c'est dans un théâtre super classe, un décor art déco qui fait penser à Gotham City, tu vois, j'ai l'impression d'être dans Batman. Sauf que, autour de toi, t'as tous les pontes de l'industrie, notamment Tim Schafer, qui ce soir-là était venu récupérer un BAFTA d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Et donc j'ai eu l'occasion de parler à Tim Schafer qui m'a dit qu'il jouait à Enterrement mon amour. Alors là, j'étais liquide parce que moi, si je fais des jeux vidéo, c'est parce que j'ai joué à Grim Fandango. Si j'avais pas joué à ce jeu, je pense que je serais pas en train de te parler là maintenant. Et donc pouvoir lui serrer la main et qu'il me dise, alors est-ce que c'était pour être poli ou est-ce que c'était vrai, en tout cas qu'il me dise ouais, j'ai entendu parler de ton jeu, je l'ai sur mon téléphone et tout. Voilà, j'étais ouf quoi, j'étais complètement... Tu sais, on a passé 1 an et demi à se dire est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on est en train de faire? Est-ce que les gens vont dépasser cette idée que le jeu vidéo est forcément trivial et un peu un truc d'adolescent attardé, etc. Et est-ce qu'ils vont être capables de se dire, ok, là il y a quelque chose qui a l'ambition de parler d'une question qui est contemporaine et dramatique, et a réussi à le faire avec suffisamment de respect et la bonne distance et la bonne quantité de documentation pour que ce soit... pour que ça fonctionne. Quasiment tout le monde a reconnu qu'on avait bossé, quoi. Et bah ça, c'est cool quand tu parles de vie de gens qui meurent, qui se noient dans la Méditerranée, etc. Tu vois, t'as le moment où, après le reste, est-ce que ça va se vendre, est-ce qu'on va gagner des prix, est-ce que... Voilà, juste, on a fait un truc pour parler de vie humaine et c'est compris et c'est apprécié. Voilà, à partir de là, moi j'étais tranquille, quoi. Il y a des mecs complètement fous, comme Robert Young, qui est un game designer homo et militant de la cause homosexuelle, qui fait des jeux totalement tarés où il faut sucer des bites de mecs dans des arrière-boutiques de bars dans l'Ohio en 1962. Et moi, en tant que mec hétéro en 2017, je joue à ces jeux et je me dis mais putain, mais quelle chance d'avoir un truc aussi ouf dans le concept et aussi bien exécuté dans la réalisation et qui me fait vivre des trucs complètement délirants et en même temps qui puent le réel à 10 000 km à la ronde. Heureusement que Robert Young existe. La diversité dans le jeu vidéo, c'est un truc qui est hyper important et qui, je pense, aujourd'hui, pour le coup, est pas assez exploré. Donc voilà, j'essaie à mon humble niveau de l'explorer. Et il y a plein d'autres gens de la scène indé qui essaient de le faire. Et c'est hyper cool. Et ils ont besoin de gens pour jouer à leur jeu, quoi. 3,49 € seulement.